Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Catherine Lafrance. Bienvenue à l'Essentiel. Commençons avec une analyse de l'actualité internationale aujourd'hui. Le chef des rebelles en Syrie, Mohamed al-Jolani, a commencé le transfert de pouvoir après la chute du président Bachar al-Assad, qui lui a pris la fuite en Russie avec sa famille. Alors, que signifie ce changement de régime pour la région et pour l'Occident? Autant de questions que nous posons à un expert, Sami Aoun, professeur émérite de l'Université de Sherbrooke. Bonsoir, Monsieur Aoun. Bonsoir, Madame Lafrance. Alors, qu'est-ce qui aura eu raison finalement du régime al-Assad, la faiblesse de ses alliés en ce moment, ou alors le début de la révolution avec le printemps arabe en 2011? Certainement, tout d'abord, et vite, c'est vraiment la faiblesse de ses alliés. La Russie, par exemple, est empêtrée dans une guerre en Ukraine et ne sait pas comment en sortir facilement. Et aussi l'Iran qui a été frappé durement après le 7 octobre par l'attaque israélienne contre les mouvements islamistes alliés à l'Iran, particulièrement le Hamas et le Djihad. Après, les Israéliens ont continué leur frappe contre un autre allié organique de l'Iran, le Hezbollah, et qui a été contraint à signer un cessez-le-feu. Donc, la troisième séquence a été facilement l'affaiblissement de l'Iran comme un pilier de sécurité et d'appui au régime Assad. Encore plus, c'est que le Hezbollah, qui était quand même un appui majeur dans les alentours de Alep et la ville de Alep, et à ce moment, il s'est retiré, s'est rétracté, et à ce moment, toute l'opportunité a été saisie par la Turquie, qui a encadré, alimenté, fourni les armements à ces rebelles, qu'ils soient des islamistes, comme celui de Mohamed al-Jolani que vous avez nommé, qui a maintenant son nom vrai, Ahmad al-Shara, et aussi à des dissidents de l'armée syrienne qui a été vraiment appuyé par la Turquie. Donc la Turquie a saisi une opportunité qui est celle de la faiblesse de l'emprise iranienne sur le Proche-Orient pour vraiment ordonner et donner un feu vert à cette attaque. Aussi, la Turquie a profité de la période de transition à Washington entre l'administration Biden et l'administration Trump pour s'imposer comme un acteur géopolitique et un interlocuteur incontournable pour la nouvelle administration américaine. Est-ce que la Turquie va continuer à jouer ce rôle? Oui, certainement. C'est une occasion historique. Premier, elle a un voisinage plus affilié et certainement avec beaucoup d'affinité pour le régime de M. Erdogan. Encore, c'est une occasion pour peut-être mater la rébellion kurde qui est contre les intérêts turcs. Et on sait très bien que la Turquie considère le PKK et toutes ses branches comme un groupe terroriste. Et on a commencé maintenant à avoir un peu des lueurs d'une certaine entente parrainée entre la Turquie et les Kurdes de la Syrie. Il faut voir maintenant, est-ce que les alliés islamistes de la Turquie, et on a vu qu'il y a une transition quand même assez fluide pour le moment, et on a vu que Ahmad al-Shara a commencé un nouveau discours, comme s'il a changé sa peau d'un partisan du mouvement Al-Qaïda ou de l'État islamique Daesh. Maintenant, il prend une allure plus proche de l'erdoganisme, si vous voulez, ou l'islamisme étatique, c'est-à-dire il se prépare à dire que je serai un acteur important dans l'entité syrienne et renverser le régime Assad, mais aussi je ne suis pas un radical islamiste transfrontalier. C'est ce qui est quand même d'une façon ou d'une autre réconfortant, mais il faut continuer à observer ses actions et ses actes. Alors ça, c'est intéressant. On y reviendra si vous voulez bien. Quel avenir donc pour le gouvernement iranien, tout ça? Certainement, il y a des craquements majeurs. Si jamais dans cette période de transition, l'administration nouvelle de M. Trump, en connexion certainement avec l'administration Biden, pourrait donner un
feu vert pour Israël pour frapper soit les sites nucléaires, soit d'autres sites stratégiques en Iran, comme ils l'ont fait il y a quelques semaines et qui ont aveuglé le système de défense iranien, ou par exemple essayer de mobiliser la population iranienne maintenant qui est prête et qui se demande où sont partis nos investissements dans ce Proche-Orient, en Syrie, au Liban, à Gaza. Alors pratiquement, il y a une certaine colère populaire qui pourrait émerger en force de mobilisation contre le régime. Sinon, l'administration Trump a une position de négociation assez importante. D'un côté, soit ils peuvent lui-même, il peut aller reprendre ce qu'il appelle la pression maximale contre l'Iran pour l'amener à la table de négociation, ou sinon, il va donner ce feu vert qu'on j'ai souligné pour les Israéliens, cette fois-ci, dans un appui majeur qui vient des États-Unis pour en finir avec le projet nucléaire iranien ou pour le moins le dérailler. Est-ce que tout ça risque d'avoir un impact sur la Russie maintenant, ne serait-ce que de déstabiliser un peu? Non, pas vraiment. La Russie, dans le monde arabe, a beaucoup de relations, beaucoup de, quand même, de traités, des ententes. Mais sur le point de la Méditerranée, on n'a pas vraiment maintenant un indice que la Russie serait chassée de la Méditerranée. Mais on a un indice que le nouveau régime ne serait pas nécessairement assez amical, et surtout que maintenant c'est la Turquie qui pourrait dicter en quelque sorte ou décider un peu les consignes pour une politique étrangère syrienne à l'égard de la Russie. Il ne faut pas oublier aussi que la Russie a quand même beaucoup d'amitié en Syrie, de point de vue historique, des relations culturelles, des relations aussi au niveau militaire, armement et autres. Alors, la Russie est affaiblie, oui, mais elle n'est pas sortie vraiment hors le Moyen-Orient. Alors, que souhaite la population syrienne en ce moment, M. Aoun? Pour l'instant, il y a beaucoup d'espoir, il y a de la réjouissance, mais qui est accompagnée aussi avec des craintes. Pour l'instant, il y a réjouissance et une certaine satisfaction qu'il y a eu une certaine entente pour que le régime Assad soit éjecté d'une façon plus ou moins ensanglantée qu'on l'en pensait. Et c'est pourquoi l'armée syrienne, qui a été démotivée pour sûr, qui est quand même, et il faut aussi le reconnaître, n'était pas bien payée et elle n'avait pas vraiment le cœur à la bataille. Alors en ce sens, il y a eu moins de confrontations ensanglantées, mais aussi, et il faut remarquer un autre point, que oui, il y a si vous voulez, une vague de fond que ce régime, après cinquantaine d'années, il est essoufflé, il n'a pas pu livrer marchandises, il a été pris dans une impasse. Et si jamais il voulait couper les liens avec l'Iran, alors il va risquer sa vie et sa survie. Et s'il continue avec les Iraniens, certainement la Turquie et beaucoup de pays arabes et surtout le Qatar vont certainement avoir plus de mobilisation pour le faire effondrer. Bon, alors, on peut s'attendre à quoi exactement là? Est-ce que ce sera un régime modéré comme le chef rebelle le laisse entendre, ou il faut craindre quelque chose de beaucoup plus extrémiste? Ce serait malheureux et très décevant pour le peuple syrien si le scénario de la Libye ou le scénario de la Somalie vient se concrétiser sur le territoire syrien. Mais connaissant un peu la culture syrienne, il n'y a pas une possibilité d'un régime à la taliban, si vous voulez, ou d'un radicalisme, un rigorisme comme ici et ailleurs dans le monde musulman. La mosaïque syrienne est quand même habituée et attachée, si vous voulez, même à sa diversité, à son pluralisme. Et c'est en ce sens que Ahmad al-Shara a très bien joué en essayant d'envoyer des signes d'apaisement et de calmement pour les minorités. On a vu, par exemple, dans la région alaouite, aujourd'hui, beaucoup de réjouissance et aussi de bonnes ententes qu'ils ne seront pas un fief
de bataille contre le nouveau régime après Assad. Aussi, on a vu de côté kurde, il y a une médiation américaine qui a réussi peut-être à désamorcer pour le moment la confrontation turco-kurde. Et on a vu même dans les communautés ismaéliennes, chrétiennes et druzes aussi, il y a un appui à cette révolution. Il faut voir, comme vous le dites si bien, est-ce que c'est un État de droit qui va sortir? C'est ce qu'il faut estimer. Est-ce qu'il faut avancer vers une démocratie pluraliste? Oui, possible. Un État pas nécessairement religieux, mais civique. Oh, encore, c'est possible. Ce qui est peut-être un peu difficile à ce moment-ci, c'est vraiment une démocratie libérale comme chez nous. Alors, pour le moment, ce n'est pas sur l'agenda. Alors, on aura sans doute l'occasion de reparler de tout ça, M. Aoun. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui.